9 juillet 2018. Broad Peak, Pakistan, 7300 mètres d'altitude. Rick Allen était le meilleur alpiniste de Grande-Bretagne avec 40 ans d'ascension des sommets les plus dangereux du monde. Ses coéquipiers ont observé sa lampe frontale descendre la pente dans un vent violent et une obscurité totale. Puis, soudain, sa lumière a disparu, a vacillé, puis s'est éteinte. Rick Allen a mystérieusement disparu sur la falaise glacée et mortelle de l'Himalaya. Son coéquipier a grimpé jusqu'à l'endroit où la lumière s'était éteinte. Aucune trace, aucun bruit, aucun signe. Rick était là-bas, seul, blessé, s'il n'était pas déjà mort. Pas de corde, pas de radio, pas d'abri. À une altitude où le corps humain commence à s'éteindre en quelques heures, cela faisait 36 heures. Bienvenue dans l'extrême. Quand il s'agissait de montagne, Rick Allen ne craignait rien. Une fois, alors qu'il avait 33 ans, une avalanche sur le mont Makalu l'a envoyé valser en bas de la montagne. Son partenaire d'escalade a vu sa tête s'ouvrir. Cela semble terrifiant, mais pour ceux qui le connaissaient, ce n'est presque pas la peine d'en parler. Rick Allen n'avait aucune idée qu'il serait appelé le meilleur alpiniste britannique dont personne n'avait jamais entendu parler, ni que cela mènerait à ce moment horrible. Il a grandi en Angleterre en 1954, fils d'un homme qui aimait les collines écossaises. Son père l'a emmené dans les Highlands écossais quand il était enfant. De simples sorties en famille, du genre que la plupart des pères font une fois puis gardent comme un bon souvenir, mais ces sorties ont façonné Rick. Il a rejoint le club d'alpinisme dès sa première semaine à l'université. Un coéquipier qui a grimpé avec lui dès le début se souvenait que Rick était toujours le dernier à accepter de faire demi-tour, toujours celui qui voulait juste un dernier regard. Pendant 40 ans, Rick a atteint un niveau que peu de grimpeurs professionnels atteignent et a surmonté des situations qui auraient stoppé la plupart des carrières. Sandy Allen, son ami le plus proche et partenaire de montagne lors de nombreuses expéditions, a observé que Rick s'aventurait parfois dans des territoires inconnus. Cela rendait Sandy nerveux parce qu'il croyait que Dieu veillait sur lui. Ainsi, à 29 ans, il a passé 12 jours à escalader une nouvelle voie sur la face sud du Ganesh Chamal au Népal, sans aucun soutien. Ils ont manqué de nourriture et de carburant avant de redescendre, mais il a continué quand même. À 31 ans, lui et son partenaire d'escalade ont passé 6 jours et 5 nuits dans des grottes de neige en ouvrant une toute nouvelle voie. Sur la face sud du Pomori, une montagne de 7000 mètres sans oxygène d'appoint, ils l'ont appelée la voie écossaise. À 36 ans, il a réalisé la première ascension britannique du Kantengri, la montagne la plus dangereuse du Kazakhstan, culminant à 7000 mètres. À 38 ans, il s'est tenu au sommet du Dhaulagiri, la 7e plus haute montagne de la Terre, à 8167 mètres. Par une nouvelle voie, je peux continuer encore et encore. Lorsque Rick Allen est arrivé au camp de base du Broad Peak en juin 2018, il avait 40 ans d'expérience et prouvait qu'il pouvait survivre là où d'autres échouaient. Il savait exactement où étaient ses limites, ou du moins il le pensait. Le Broad Peak se trouve dans la chaîne du Karakoram. C'est la 12e plus haute montagne de la Terre, avec 8047 mètres d'altitude, et elle présente 2 détails intéressants. Sa crête sommitale fait environ 1800 mètres de large, d'où son nom, et sa météo vient directement de celle de sa voisine, le K2, la 2e plus haute et la plus mortelle montagne de la Terre. À l'été 2018, les conditions sur le K2 étaient tout simplement catastrophiques, pendant 3 semaines d'affilée. Tempête après tempête a déferlé sur la chaîne du Karakoram, la neige tombait sans interruption, les itinéraires disparaissaient sous l'accumulation de neige fraîche. Plusieurs expéditions ont annulé leurs tentatives de sommet, tandis que d'autres sont restés des semaines au camp de base à observer la neige tomber sur les montagnes. Ils avaient parcouru le monde entier pour grimper et l'une de ces expéditions était celle de l'équipe de Rick. Ils étaient arrivés au camp de base du Broad Peak en juin 2018 avec un plan ambitieux. Ils voulaient ouvrir une toute nouvelle voie sur la face sud-ouest de la montagne. Il y avait 4 alpinistes, Rick, Sandy Allen, un instructeur d'alpinisme polonais nommé Kacper Tikieli et un grimpeur tchèque nommé Stanislav Verba. Mais des semaines de neige incessantes ont fait que la face sud-ouest a accumulé trop de neige. Les conditions n'étaient donc pas bonnes, ils ont donc pris une décision intelligente. Ils allaient tenter la voie normale à la place, simplement pour monter en altitude sur la montagne, tester leur corps et rester prêts. Le 7 juillet, Rick et l'équipe avaient atteint le camp 3, le dernier camp avant l'ascension finale, à environ 6900 mètres d'altitude. Le plan était de passer la nuit, d'évaluer les conditions et de tenter le sommet le lendemain, mais les vents étaient violents le matin suivant. Le temps était tout simplement mauvais. Atteindre le sommet semblait impossible.
Sandy a annulé sa tentative d'atteindre le sommet et a décidé de redescendre, ne laissant que Rick, Kacper et Stanislav au camp 3. Et le soir du 8 juillet, Rick a décidé qu'il tenterait d'atteindre le sommet cette nuit-là. Quand il l'a annoncé aux autres alpinistes, Kacper a immédiatement dit à Rick qu'il n'irait pas. Avant l'ascension, l'équipe avait convenu qu'ils n'atteindrent le sommet que si les conditions étaient imparfaites. Le temps n'était clairement pas parfait. Kacper est resté dans sa tente, mais Stanislav, quant à lui, a choisi de suivre Rick. À quelle fréquence avez-vous l'occasion de grimper avec l'un des plus grands alpinistes que la Grande-Bretagne ait jamais connu? On ne peut pas dire non à ça. Mais après 1 heure dans leur tentative d'atteindre le sommet, même Stanislav s'est arrêté. Le temps empirait. Il ne s'améliorait pas. Il a regardé Rick et lui a dit directement que c'était trop dangereux et qu'il fallait faire demi-tour, mais Rick a continué complètement seul. Il a grimpé toute la nuit dans l'obscurité totale à plus de 22 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Chaque respiration devait lui sembler trop faible et insuffisante, chaque pas devait lui coûter quelque chose, et quelque part, au-dessus de lui, le sommet qu'il poursuivait. À 18 heures, le 9 juillet 2018, après avoir grimpé pendant près de 22 heures, Rick Allen se tenait seul au sommet du Broad Peak. Il l'avait enfin fait. C'était son 5e sommet au-dessus de 8000 mètres sans oxygène supplémentaire, un exploit vraiment exceptionnel. Il reprit son souffle puis redescendit rapidement avant un changement de temps. Inutile de s'attarder, la partie la plus dure était terminée. Tout ce qu'il lui restait à faire, c'était de rentrer chez lui. Mais descendre le Broad Peak n'est pas facile. À 7600 mètres, le Broad Peak n'est pas une pente douce. C'est un paysage accidenté, composé d'immenses parois de glace et de blocs de pierre géants empilés les uns sur les autres. Entre eux, de profondes crevasses peuvent engloutir une personne et la précipiter de plusieurs centaines de pieds tout droit dans la montagne. Il n'y a pas de place pour l'erreur ici, mais dans de bonnes conditions, avec un partenaire, en plein jour, c'est simple. Rick n'avait rien de tout cela, et après 22 heures d'escalade continue, son corps fonctionnait à bout de force. Il avait survécu à des montagnes plus difficiles, et dans des conditions pires, son corps savait quoi faire. Il est descendu dans l'obscurité, la façon dont un homme se déplace quand 40 ans de mémoire musculaire font le travail que son cerveau épuisé ne peut plus accomplir. Environ 30 minutes après le début de sa descente, c'est arrivé. Une seconde, il avançait lentement, le piolet planté au-dessus, les pieds cherchant la glace en dessous. La seconde suivante, de son pied s'est posé sur le bord d'un rocher et n'a trouvé que de l'air et de l'obscurité. Avant qu'il ne puisse cligner des yeux, les pentes glacées du Broad Peak défilaient devant son visage à toute vitesse, bien trop vite. Son corps a fait la roue, s'est tordu, totalement hors de contrôle. Quelque part au fond de sa tête, il n'y avait qu'une seule pensée, c'est la fin. Rick est tombé de 30 mètres du mur de glace, puis a glissé sur 400 mètres le long de la face du Broad Peak avant de s'écraser dans une poche de neige profonde qui a arrêté sa chute. Ses yeux ne voyaient que du noir et ses oreilles n'entendaient que le silence. Le plus grand alpiniste inconnu de Grande-Bretagne était allongé face contre la neige à 7300 mètres d'altitude, et pas une seule personne sur Terre n'en avait connaissance. De retour au camp 3, Kacper et Stanislav observaient ces lampes frontales depuis leur tente. Ils ont suivi l'ascension de Rick toute la journée, et à un certain moment de la descente, ils ont vu la lumière disparaître rapidement dans un creux de la pente. Ils ont attendu qu'elle ressorte. De l'autre côté, elle n'est pas réapparue, alors Stanislav a mis son équipement et est monté vers l'endroit. Lorsqu'il est arrivé, la neige était complètement intacte. Il n'y avait aucune trace, aucun bruit à part le vent, aucun signe que Rick était passé par là. Il est retourné à la tente sans comprendre ce qui s'était passé. Pendant plusieurs heures, 2 alpinistes expérimentés sont restés assis dans une tente à 6890 mètres, observant une pente qui ne bougeait pas, se demandant où était Rick. Il était blessé quelque part sur cette pente, trop mal en point pour bouger. Ou bien il était passé par-dessus une corniche dont personne ne survit. Et il n'avait aucun moyen de savoir lequel des 2 scénarios était le bon. Lorsque le matin du 10 juillet est arrivé, et que la pente au-dessus d'eux était toujours calme et silencieuse, Kacper et Stanislav ont dû prendre une décision impossible. Faut-il attendre un homme peut-être déjà mort ou accepter ce que les faits devant vous indiquent et redescendre en sécurité? Ils ont décidé de couper la poire en 2. Ils ont rangé leur propre équipement, mais ils ont laissé la tente de Rick dressée avec son sac de couchage et ses vêtements de rechange, sa nourriture, tout exactement comme il en aurait besoin s'il redescendait malgré tout cette pente en titubant. Et ils sont descendus parce qu'ils étaient épuisés et avaient du besoin d'aide supplémentaire. Quand ils l'ont annoncé à Sandy, il a été dévasté, mais que pouvait-il faire d'autre?
Son équipe a publié un rapport indiquant que Rick Allen était officiellement porté disparu et présumé mort, mais ce qu'il ne savait pas, c'était ceci. Quelques heures après la chute et la glissade de Rick, il a ouvert les yeux. Il avait le visage dans la neige, à 24 000 pieds d'altitude. Il ne savait pas où il était, il ne savait pas comment il était arrivé là. Il a touché son visage, son gant en est ressorti mouillé de sang. Il a porté la main à sa tête, sa lampe frontale avait disparu, il a cherché son sac à dos, disparu lui aussi. Il essayait de se rappeler ce qui s'était passé, mais les détails lui revenaient dans le désordre. Comme des fragments de rêve, il n'arrivait pas à les rassembler. Voyez-vous, quand Rick a percuté cette poche de neige, son cerveau a violemment heurté l'intérieur de son crâne. Ce genre d'impact provoque un traumatisme crânien modéré, efface la mémoire et brouille le jugement. Mais ce n'était que la moitié du problème. Le cerveau humain consomme plus d'oxygène que n'importe quel autre organe du corps. Rick se trouvait à 24 000 pieds, là où l'air contient environ la moitié de l'oxygène qu'il y a au sol. Son cerveau fonctionnait déjà au ralenti avant la chute, et maintenant il était blessé. En plus de cela, lorsqu'un cerveau déjà blessé est privé d'oxygène en même temps, les dégâts sont bien pires. Rick s'est relevé de ce tas de neige et s'est épousseté. La conduite la plus sage était de rester sur place, creuser un trou dans la neige pour garder la chaleur et attendre le jour. Au lieu de cela, il s'est levé et a commencé à marcher dans l'obscurité, seul, sans lumière, sans eau, sans abri. Lorsque le jour s'est levé, Rick était complètement au mauvais endroit. Il s'était déporté de 1000 pieds sur le côté par rapport à l'itinéraire sûr qui menait à la maison. Imaginez-vous au milieu d'un champ, avec votre porte d'entrée à 300 mètres sur la gauche. Maintenant, imaginez cela à 7300 mètres d'altitude, où un faux pas signifiait la mort et où le corps de Rick menait un troisième combat, l'eau. À ces altitudes, le corps perd de l'eau plus rapidement que presque partout ailleurs sur Terre. Chaque respiration extrait de l'humidité des poumons. Rick avait déjà grimpé pendant 22 heures avant la chute. Il avait terriblement soif parce qu'il n'avait pas d'eau, son sang devenait plus épais, son cœur travaillait plus fort et il avait une plaie ouverte. Moins d'oxygène atteignait un cerveau qui fonctionnait déjà à peine, moins d'oxygène. De moins bonnes décisions signifiait plus de temps exposé sur la montagne. Plus de temps exposé sur la montagne signifiait plus de déshydratation. Plus de déshydratation signifiait moins d'oxygène pour un cerveau déjà blessé, dans un cercle vicieux, empirant à chaque heure. À un moment donné, il a commencé à voir des formes étranges dans l'obscurité, à entendre des sons sans origine, à se diriger vers des choses qui n'existaient pas. Quand il les atteignait, c'était comme s'il entrait et sortait d'un monde de rêve. Il avait des hallucinations. C'était la dernière chose dont il avait besoin et le premier signe que son cerveau était sur le point d'abandonner. Les scientifiques qui étudient la survie dans ces conditions estiment que un alpiniste sans aucun abri, à cette altitude, dans ce froid, avec ses blessures, à environ 12 heures avant que son corps ne lâche. Rick Allen y était déjà depuis plus de 20 heures, logiquement, rationnellement, scientifiquement. Il était censé être mort vers 8 heures du matin le 10 juillet. Un cuisinier nommé Fuhrman à la base du Broad Peak scrutait les pentes supérieures à travers un télescope, ce que le personnel du camp de base fait parfois. Et à environ 7600 mètres d'altitude, bien loin de la voie de descente normale, il a vu quelque chose dans la neige, une forme étrange. Il pensait que c'était un sac à dos abandonné. Les alpinistes perdent souvent du matériel en redescendant, ce n'était pas rare. Il allait continuer, mais en regardant de nouveau, il s'est précipité vers le camp le plus proche en criant à l'aide, car la forme bougeait et n'était pas un sac à dos. Fuhrman est arrivé le premier au camp de base du K2. Il se trouve à quelques kilomètres du Broad Peak et c'était le plus proche de lui. Et c'est là qu'un jeune opérateur de drone polonais nommé Bartek Bardzio se préparait à quelque chose d'historique. Son frère, Andrij, prévoyait de devenir la première personne de l'histoire à descendre le K2 à ski depuis le sommet. Bartek était là pour filmer l'événement. Mais à ce moment, quelqu'un d'autre avait besoin de son drone. Il y avait juste un problème. Le drone qu'il avait avec lui était un DJI Mavic Pro. C'était un drone grand public. Son altitude de vol maximale était de 16 400 pieds. Rick Allen se trouvait à 25 000 pieds. Heureusement pour Rick, Bartek avait passé des mois à modifier le logiciel du drone pour filmer lors d'expéditions en haute altitude. Il avait piraté le micro-logiciel pour contourner les limites de hauteur du fabricant. Il avait compris cela. Garder les batteries au chaud dans la poche de sa veste avant le vol faisait la différence entre un drone capable d'atteindre l'altitude et un autre qui tombait du ciel.
Il avait fait monter cette machine plus haut que n'importe quel drone grand public n'avait jamais volé auparavant, et même si 25 000 pieds dépassaient tout ce qu'il avait tenté, il l'a lancé quand même. Le drone a dépassé son plafond maximal, dépassé le point où l'air était si rare que ses hélices pouvaient à peine générer de la portance. La seule véritable barrière à cette altitude, c'était les batteries. Il avait tout fait pour les garder au chaud, maintenant, il ne lui restait plus qu'à espérer que cela suffirait. Contre toute attente, son drone a atteint 25 000 pieds là où se trouvait le sac à dos. Et à travers l'objectif de la caméra, ils ont vu ce qui avait poussé Fuhrman à courir. Hurlant, recroquevillé dans la neige, à 1000 pieds des itinéraires habituels, se trouvait une silhouette noire, face contre terre et complètement immobile dans la neige, comme si la montagne en avait déjà fini avec elle. C'était Rick. Tous ceux qui regardèrent le direct se sont tus. Puis Bartek a dit ce que tout le monde pensait déjà. Ils étaient en train de regarder un homme mort. Mais au moment où Bartek s'apprêtait à faire demi-tour avec le drone, Rick a bougé. Le camp de base a explosé de joie. Il était vivant. Juste pour vous dire, chaque semaine sur Patreon, je partage quelque chose de nouveau. Une vidéo exclusive, une analyse de ce qui s'est vraiment passé ou une histoire personnelle que je ne mets pas sur YouTube. Si vous voulez aller dans les coulisses avec moi, venez rejoindre la communauté extrême sur Patreon. On se retrouve là-bas. Pendant ce temps, Rick n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il oscillait entre conscience et inconscience lorsqu'il aperçut un bruit mécanique bourdonnant venant d'au-dessus de son épaule droite, étranger à la montagne. Malgré son épuisement et son esprit embrouillé, il a levé les yeux vers quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Un petit objet bourdonnant dans le ciel au-dessus de lui, avec des lumières vertes clignotantes, planait au-dessus du Broad Peak, comme quelque chose sorti d'un rêve. Après 36 heures d'obscurité et d'hallucination, il ne pouvait pas savoir si c'était réel. Mais quelque chose de plus ancien que la raison s'est allumé en lui et lui a dit « Quelqu'un sait que je suis ici ». À ce moment-là, la plupart des opérateurs de drones auraient juste enregistré la position de Rick pour les sauveteurs, mais Bartek a fait plus. Rick se trouvait dans une section très dangereuse de la montagne. Un faux pas l'aurait envoyé soit dans l'une de ces profondes crevasses de glace, soit par-dessus la paroi. Le temps que les sauveteurs atteignent ces dernières coordonnées connues, il aurait pu errer n'importe où. Alors, à la place, il a commencé à faire voler le drone lentement en s'éloignant de Rick. Délibérément, ni vers le haut, ni vers le bas, comme pour dire « Viens par ici ». Rick était un homme qui ne pouvait plus planifier, raisonner ou s'orienter. Mais en regardant le drone bouger, il a fait la seule chose que les derniers circuits encore actifs de son cerveau pouvaient lui dire de faire. Il l'a suivi, pas à pas, à travers des terrains montagneux qu'il aurait tué s'il avait été seul. Le drone menait, Rick suivait. 3 alpinistes montèrent du camp, 3 pour le rejoindre. David Roski, un alpiniste américain qui avait renoncé à sa propre fenêtre météo sur le K2 pour participer au sauvetage. Frederick Strong, un alpiniste suédois qui avait déjà survécu à une saison mortelle sur le K2, et Tenji Sherpa, l'un des guides de haute altitude les plus expérimentés de la montagne. Ils avaient reçu les coordonnées GPS de Rick grâce aux données de positionnement du drone. Ils savaient exactement où il se trouvait. Vers 19h30, le 10 juillet, l'équipe de secours et Rick se sont retrouvés sur la pente du Broad Peak. Son visage était couvert de sang séché. Ses orteils montrèrent déjà les premiers signes de gelure. Sa coordination était anéantie selon tous les calculs médicaux possibles. Il n'aurait pas dû être debout, mais il était vivant, pas à pas, avec précaution. Dans la dernière lumière du soir du Karakoram, 3 alpinistes ont guidé Rick vers la sécurité. Ils ont atteint le camp, 3 dans l'obscurité. Le lendemain matin, il entama la descente finale vers le camp de base et le 12 juillet, 4 jours après avoir tenté son ascension en solo, Rick arriva au camp de base. Malgré des coupures au visage et des orteils dangereusement froids, aucun organe n'a été définitivement endommagé. D'une manière ou d'une autre, contre toute attente, il allait bien. Était-ce un miracle médical ou simplement un miracle ? Le 14 juillet, Rick a été évacué par hélicoptère et en moins de 2 semaines, il était de retour chez lui, sain et sauf en Écosse. En enquêtant sur cette histoire, une question m'était venue que vous partagez sûrement. Pourquoi Rick Allen a-t-il continué seul alors que tous ses coéquipiers avaient fait demi-tour ? Le temps était mauvais, il n'avait aucun moyen d'appeler à l'aide. Cela n'avait aucun sens. En 1983, un psychologue nommé Martin Seligman a identifié un schéma qu'il a appelé la maîtrise apprise. Lorsqu'une personne réussit à plusieurs reprises dans des situations dangereuses ou difficiles, le cerveau n'enregistre pas seulement le succès.
Il développe une conviction profondément personnelle, qui dit « J'ai déjà été ici, je sais comment cela se termine ». Chaque situation dangereuse dont Rick Allen s'était sorti avait ajouté une couche supplémentaire à cette idée. Alors que les autres faisaient demi-tour par prudence, le cerveau de Rick lui disait le contraire. Dans une interview après le sauvetage, son partenaire d'escalade le plus proche, Sandy, l'a exprimé ainsi. « Souvent, nous poussions jusqu'au sommet. Rick pensait qu'il irait bien, car Dieu veillait sur lui. Rick Allen a survécu parce que la foi et l'expérience lui disaient qu'il irait bien. » Ce grimpeur suivant a pris la même décision. Brad Gobright connaissait parfaitement les règles de sécurité en escalade. Il les avait littéralement enseignées à un partenaire la veille. Ce soir-là, il a sauté une vérification de base à 15 mètres du sol. Voici ce qui s'est passé ensuite.